Bonsoir Raquel Toledano. Je suis ravie de t'accueillir au Cercle de généalogie juive. Je ne peux pas dire que je t'y accueille puisque tu es non seulement membre du Cercle de généalogie juive, mais également administratrice. J'invite cependant ceux qui ne sont pas encore membres de notre cercle à le rejoindre pour y trouver des sources uniques et une véritable entraide. Alors, Raquel, tu es médecin gynécologue, titulaire d'une thèse de sciences et membre de nombreuses associations de généalogie. Aujourd'hui, tu vas nous parler de la présence juive en terre d'Israël au XIXe siècle. Lors de tes recherches généalogiques, tu as été amené à consulter les recensements réalisés à l'initiative du philanthrope Sir Moses Montefiore sur la population juive de terre d'Israël entre 1839 et 1875. Leur objectif était de déterminer les besoins de cette population afin d'en assurer le bien-être. Tu te rends compte euh, euh, de l'intérêt extraordinaire de ces recensements et tu décides alors d'en faire une analyse détaillée et exhaustive. C'est ce dont tu vas nous parler lors de ta présentation. Nous t'écoutons avec plaisir. Merci beaucoup Claire pour cette introduction. Bonsoir à tous. Je suis ravie de vous présenter ce travail que nous avons réalisé avec Wim Pennix et le professeur Sergio de la Pergola. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, examinons ensemble, voilà, ça marche, le statut des Juifs, d'abord en Europe, puis en terre d'islam. Donc en Europe, très brièvement, hein, je donne les grandes lignes qui peuvent être intéressantes, c'est qu'en 1787, un premier décret impose aux Juifs de l'Empire austro-hongrois d'adopter des noms permanents. En 1789, après la Révolution française, les droits civils sont octroyés aux Juifs de France et progressivement, les Juifs s'émancipent à travers toute l'Europe, avec néanmoins des restrictions à certaines activités économiques, mais cela leur donne accès à l'université, à certaines professions et à la vie publique. Parallèlement, le mouvement du judaïsme réformé émerge en Allemagne, ce qui inquiète les juifs orthodoxes qui vivent en Allemagne, et puis surtout ce mouvement se répand également. En même temps, on assiste à une accélération de l'intégration des juifs dans la société, à une montée du nationalisme et à des tensions économiques qui ravivent ou augmentent l'antisémitisme latent et patent dans ces pays. Dans les pays musulmans, les Juifs sont soumis au statut de dhimmi, qui est un statut de citoyen de deuxième classe. En 1830, l'invasion de l'Algérie par la France peut avoir inquiété certains juifs algériens. Vous verrez qu'ils sont assez nombreux à avoir émigré en Israël, en terre d'Israël, après 1830, enfin à cette époque-là. En même temps, les Juifs du Maroc et de Tunisie sont persécutés et sont soumis à des restrictions économiques inhérentes à leur statut de dhimmi. En 1840 éclate l'affaire de Damas, qui est en fait une fausse accusation de meurtre rituel, et qui va provoquer des tensions diplomatiques en Europe. Et là, Moses Montefiore va être impliqué avec Adolphe Crémieux et d'autres diplomates
qui vont faire appel au sultan ottoman de l'époque, Mohamed Ali, et lui demander de relâcher les Juifs qui sont encore vivants et qui sont emprisonnés, accusés de ce meurtre rituel. Et finalement, ils obtiennent gain de cause avec même une prise de position de Mohamed Ali en faveur des Juifs, si bien que parallèlement, il y a également une amélioration du statut de dhimmi dans l'Empire ottoman, avec même l'apparition, l'égalité, pardon, des droits aux non-musulmans, donc aux juifs et aux chrétiens, ce qui fait que la terre d'Israël devient attrayante aux juifs des pays musulmans. Alors, quelques mots de Sir Francis Montefiore. Vous voyez qu'il a été centenaire. Il était séfarade. Il est né à Livourne de Joseph Montefiore et de Rachel Lombroso de Mocata, mais ses parents avaient déjà émigré en Angleterre et ils étaient en visite pour affaires et pour visiter leur famille. C'était des juifs livournais qui retournaient à Livourne pour visiter leur famille. C'était un riche homme d'affaires anglais, diplomate, philanthrope, qui s'est donné pour mission, et ça a été la mission de sa vie, de défendre la cause des Juifs opprimés partout dans le monde. Donc, il est par exemple venu au Maroc en 1865, il a été de nombreuses fois en Roumanie, de multiples fois en Israël, vous verrez plus tard. C'était un juif extrêmement pieux qui ne se déplaçait qu'avec son Sefer Torah et son shochet, égorgeur rituel, de façon à pouvoir pratiquer le judaïsme partout et de pouvoir manger kasher. Il était marié à Judith Baren Cohen et on peut dire que c'est un des premiers mariages mixtes entre un séfarade et une ashkénaze en Angleterre. En tout cas, ça fait partie des premiers mariages mixtes. Et cela l'a rapproché de la famille Rothschild, puisque une des sœurs de Judith était mariée avec un Rothschild, avec lesquels Sir Moses Montefiore a contribué à l'émancipation parlementaire des Juifs anglais. Il a été anobli par la reine Victoria en 1837. On dit que c'était un proche ami et un confident de la reine Victoria. Et il a visité Israël de multiples fois, et à chaque fois que cette visite s'est suivie d'un recensement, je les ai notés en gras, donc en 1838, 49, etc. C'est l'objectif, pardon, de ces recensements était d'administrer ses fonds propres et les fonds qu'il avait pu récolter pour venir en aide aux Juifs de terre d'Israël. Alors, quelques mots des recensements de Montefiore. Le premier a été initié après le tremblement de terre de Sfat en 1837, où il y a eu de très nombreuses victimes juives. Et comme Sir Moses avait visité Israël en 1838, il a pu rencontrer énormément de gens et pu voir dans quelle misère vivaient les Juifs, surtout à Sfat après le tremblement de terre à l'époque. Chacun des recensements a été précédé par une visite de Sir Montefiore. Et donc ça, ce sont les 5 dates auxquelles les recensements ont été réalisés. Vous voyez que ça va nous donner une image de la société, de la population juive qui vivait en terre d'Israël sur 35 ans, 36 ans même. Alors, dans les recensements, les Ashkénazes et les séfarades étaient recensés de façon distincte. Mais ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que ce qu'on appelait les séfarades, c'était finalement ceux qui n'étaient pas ashkénazes. C'est-à-dire que ça comportait les séfarades, mais ça comportait également les juifs orientaux, les mizrahis, et les juifs des montagnes. Il y a même des juifs indiens qu'on a retrouvés dans les recensements de Montefiore. Et vous verrez qu'ils venaient d'un peu partout.
Les recensements n'ont pas recensé uniquement les individus, mais également les institutions juives. Et je vous dirai quelques mots au sujet des institutions juives à la fin de la présentation. Alors, la façon dont ces recensements ont été réalisés, c'est que des émissaires allaient, des personnes qui prenaient qui notaient les personnes recensées, allaient de maison en maison dans chaque quartier pour recenser les individus qui vivaient dans ces maisons-là. Et chaque personne qui était recensée recevait une compensation financière pour sa participation. Et en fait, c'était une façon de les pousser à être recensés, de les motiver parce ils étaient vraiment très pauvres. Les registres des données originales étaient transcrits en hébreu cursif. Ils ont tous été numérisés. Ils ont été déchiffrés et indexés d'abord en hébreu carré, puis en lettres latines. Alors c'est important de le dire parce que ce n'étaient pas les mêmes personnes qui allaient déchiffrer ces registres et par exemple les individus qui apparaissaient dans le même recensement, de sorte qu'on a eu à à harmoniser les noms parce que l'orthographe des noms n'était pas toujours la même en fonction des personnes qui ont déchiffré ces recensements. Alors, ces recensements sont accessibles sur Internet et je vous invite vraiment à les consulter. Notre propre méthodologie d'analyse, ça a été d'abord d'intégrer et de combiner toutes les données dans dans une base de données unique, ce qui nous permettait de suivre la population de façon longitudinale. Donc, on avait une photographie de la population à chaque recensement, mais on a pu également suivre toute cette population au cours de ces 35 années. Et donc, ça nous a donné quand même des données plutôt dynamiques. Alors, il y avait une somme considérable d'informations pour chaque individu. Ces recensements en tout représentaient plus de 55 000 entrées. Et donc, je vous laisse voir toutes les informations, constater toutes les informations auxquelles on avait accès. Mais de façon plus intéressante et des choses qui avaient été très peu exploitées jusqu'alors. On avait également la date d'arrivée des chefs de famille en général en terre d'Israël, ce qui a pu nous permettre d'établir des vagues d'immigration. Également, le fait de pouvoir suivre de façon longitudinale une même personne, ça nous a permis également de pouvoir estimer la continuité de résidence en terre d'Israël. Finalement, ils ne sont pas toutes les personnes qui ont émigré en Israël n'y sont pas restées, et les durées de séjour en Israël. Alors, je ne vais pas aborder ce point ici, et vous pourrez ça a été bien détaillé dans l'article que nous avons publié, et ça me donne de vous montrer. En fait, vous pouvez, scanner le QR code et ça vous donnera accès à l'article, mais ça me donne surtout l'opportunité de remercier mes collaborateurs et co-auteurs que sont Wim Penix et Sergio de la Pergola. Alors, la première chose qui nous a frappé, c'était les patronymes. Je sais que Sacha Beider est ici. Il a écrit un article extrêmement complet sur les patronymes retrouvés dans les recensements de Montefiore. Et tout ce que je vais vous dire, c'est publié dans son article. La première des choses, c'est qu'on a constaté que seulement 5% des Ashkénazes ont reporté un patronyme, avec des noms beaucoup plus... ceux qui ont été reportés, c'était essentiellement des Lévis, des Cohen et également des noms de famille de lignée rabbinique, alors que 90% des séfarades ont reporté un patronyme. Et nous nous sommes interrogés sur la raison pour laquelle
si peu d'Ashkénazes ont reporté leur nom. Pourtant, on sait que quand ils ont quitté leur pays d'origine, ils avaient probablement un nom de famille. Alors, nous, on a émis l'hypothèse qu'il y avait deux raisons à cela. La première, c'est que leur nom n'était pas si ancien, puisque comme vous avez vu, pour la plupart en tout cas, comme vous avez vu, les Juifs d'Europe ont été sommés pratiquement d'adopter un nom définitif à la fin du XVIIIe siècle. On est au cours du XIXe siècle, et il est probable que c'était pour eux de ne pas utiliser ce nom était peut-être pour eux un moyen de s'affranchir du pouvoir de leur pays d'origine. C'est peut-être une raison. La deuxième raison, vous le savez peut-être, mais il n'est pas recommandé aux Juifs d'être comptés, au peuple juif d'être compté. Et d'ailleurs, dans la Bible, souvent quand on veut compter la population, on demande à chacun de remettre une pièce de monnaie, ou c'est par l'intermédiaire d'une deuxième d'un moyen indirect qu'on peut les dénombrer. Et peut-être que dans la mesure où les Ashkénazes étaient, ceux qui sont arrivés, et vous allez le voir plus tard, étaient essentiellement des Ashkénazes orthodoxes, il est possible que c'était pour eux un moyen de détourner cette interdiction, c'est-à-dire de ne pas donner leur nom. Alors, pour ce qui concerne les séfarades ont des noms de famille, des patronymes, souvent extrêmement anciens. Et donc, ils sont habitués, et ils ont toujours été habitués à utiliser ces patronymes. Donc, il est possible qu'ils étaient beaucoup plus enclins à les communiquer au moment du recensement et que ça ne leur posait pas de problème. Euh, Toujours au sujet des noms, on a pu dénombrer environ 1600, près de 1700 noms différents, tout recensement confondu, alors qu'au cours du dernier recensement, il y en avait à peine un peu plus de 800. Et c'est aussi le témoin du fait que tous les Juifs qui ont émigré en Israël au cours de ces 35 années ne sont pas restés en terre d'Israël et sont probablement partis à cause des vicissitudes de la vie en Israël, et qu'ils ont préféré rentrer chez eux où il était plus facile de vivre. Alors là, j'ai juste listé les noms les plus fréquents par ordre de fréquence en fonction des communautés séfarades. Ce que vous pouvez constater, c'est que Cohen et Lévi sont retrouvés parmi les noms les plus fréquents, pratiquement dans toutes les communautés. Pour ce qui concerne les Juifs orientaux, les Mizrahi, bah, c'est plutôt des toponymes qu'on trouve avec Baghdadi, Barazani, je pense que c'est un toponyme aussi, Bavli. Pour les Juifs d'Afrique du Nord, on voit apparaître Mograbi. Alors Mograbi, ma connaissance, est peu utilisé en Afrique du Nord, et qu'il est possible que ce soit des noms, un patronyme qui a été adopté par des Juifs nord-africains en terre d'Israël. Et ce qu'on retrouve en revanche, c'est des noms classiques juifs, essentiellement juifs marocains, Dahan, El Kaïm. Alors ici, c'est orthographié El Kayam, Ben Walid, Ben Simon, Toledano, etc. On retrouve pour les Juifs de l'Empire ottoman également des noms assez communs dans l'Empire ottoman, Kimri, Benveniste, mais aussi des toponymes, ce sont des Juifs de Géorgie. Également des noms qui désignent leur origine, Mizrahi et Ashkenazi. Alors, on retrouve, en tout cas c'est le sentiment qu'on a eu, des noms spécifiques aux personnes qui sont nées en Israël, en terre d'Israël. Par exemple, Meyouchas. Alors, probablement qu'à l'origine, c'était des noms qu'on retrouvait plutôt dans l'Empire ottoman, mais là, on les retrouve plus fréquemment
chez des personnes nées en Israël. Donc, je vous disais Meillochas, Castel, Navon. Alors, des Navon, il y en a aussi dans l'Empire ottoman, etc. Et donc, je trouvais intéressant de partager ça avec vous, les patronymes les plus fréquents qu'on retrouvait en Israël à l'époque. Je voulais aussi vous montrer comment on peut utiliser ces recensements. Alors, et vous pourrez voir aussi l'intérêt que notre base de données unique pouvait avoir. J'ai regardé le nom Zrienne parce que le nom de jeune fille de ma maman est Zrienne. Et donc, je retrouve Yaakov Zrienne, la première fois que je le retrouve, c'est en 1849. Il vit à Tibériade, il est séfarade, il a 45 ans. Il est arrivé en terre d'Israël, il a émigré en 1835. Il vient de Ourika. Alors, Ourika, c'est un petit village à une trentaine de kilomètres au sud de Marrakech, donc au Maroc, et c'est un mendiant. Ce qu'on sait également, c'est qu'il a deux filles et que son épouse s'appelle Yakot Zrienne. Le recensement suivant, je le retrouve, euh, et là, il est épicier. Donc, il a euh, évolué dans l'échelle sociale. Il est toujours l'époux de Yakot. Et à ce recensement-là, on peut avoir le nom des filles et leur âge. Au recensement suivant, ben, on ne retrouve plus les filles parce qu'elles se sont probablement mariées. Et quand elles se mariaient, on les retrouvait sous le nom de leur époux. Donc on les perdait finalement dans le recensement. Euh, En revanche, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un jeune garçon, donc, qui est probablement né autour de 1855, un peu après le précédent recensement, et qui vit avec ses parents, et il est né à Tibérias. On ne voit pas ici sa date de naissance, son lieu de naissance, on le verra après. En 1875, nous avons perdu Yaakov et son épouse, mais là, on voit Mordechai qui, là, a 24 ans, qui est marié, qui vit à Tibérias, où il est né, et son métier, c'est d'être assistant d'un conducteur d'âne. Et il demande à avoir un revenu, et il souhaite devenir agriculteur. Et enfin, il est l'époux de Jamila. Donc vous voyez que euh, notre analyse se fait de la même façon que ce que je viens de vous dire, mais en suivant les personnes dans un fichier, et on a tous ces détails dans notre fichier. Et donc, on peut suivre la progression sociale, la composition de la famille, etc., d'une famille donnée. Et évidemment, nous avons regardé plutôt l'ensemble de la population. Mais je vous invite à consulter les recensements si vous avez pu avoir un ancêtre qui a vécu en terre d'Israël à cette époque-là. Il est probablement, il y a de fortes chances en tout cas, qu'il soit dans ces recensements. Alors, maintenant, abordons le cœur du sujet, la démographie. Alors ça, c'est juste pour vous donner une image et une idée de la population juive en terre d'Israël au cours des âges. Et si on traduit ça en une courbe, voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez qu'au début du premier millénaire, il y avait de très nombreux juifs qui vivaient en Israël. Et cette population a diminué progressivement pour être vraiment un nombre extrêmement faible de juifs autour de 1800. Mais grâce au recensement, ou en tout cas nous, on a pu voir et on a pu estimer le nombre de juifs qui étaient parmi ceux qui ont été recensés, ceux qui étaient nés en Israël au cours du 18e siècle. Et donc, s'ils y étaient nés, il y avait également leurs parents qui y étaient. Et donc, on a pu estimer qu'il y avait au moins 2 à 3 000 juifs qui vivaient en terre d'Israël au XVIIIe siècle, dont on avait les traces dans les recensements suivants.
dans les recensements de Montefiore. Alors ça, c'est un tableau de la population juive par ville et par recensement. Évidemment, je vais pas, je vous montre juste la progression. Ici, on passe de 6000, environ 6100 personnes recensées en 1839, 8000, presque 9000 ici, 9500, 12500 et environ 18500. Mais vous remarquez qu'il y a pas mal de trous, de blancs. Alors, certaines fois, c'est parce qu'il n'y avait peut-être pas de population juive. D'autres fois, comme ici, par exemple, où peut-être ici, etc., très clairement, la population n'a pas été recensée. Mais surtout, si on regarde maintenant les croissances de population dans une même ville qui semble pas logique, on voit bien qu'une partie de la population n'a pas été recensée, et en particulier à Sfat, toute la population séfarade de Sfat n'a pas été recensée, ce qui correspond à peu près à près de 3000 personnes séfarades qui n'ont pas été recensées en 1875. Donc clairement, euh, la population, d'après les recensements, est sous-estimée de 15 à 20%. Et ça, on va le confirmer après, euh, grâce à l'étude longitudinale, où on va bien voir qu'il y avait des personnes qui ont été pendant toute la période en Israël et qu'on ne retrouve pas à certains des recensements. Et donc, nous, on a estimé la population estimée en terre d'Israël est bien plus élevée que ce qu'on a vu tout à l'heure. Et par exemple, en 1875, il y avait probablement pas loin de 23 000 personnes, 23 000 juifs en Israël en 1875. On a voulu également comparer cette population avec les chiffres officiels, ceux du premier recensement ottoman en terre d'Israël. Et alors que dans le recensement grâce au recensement de Montefiore, on peut estimer qu'en 1879, il y avait à peu près 28 000 juifs qui vivaient surtout à Jérusalem, Sfat et Tibériade et Hebron, c'est-à-dire les quatre grandes villes. Le recensement ottoman, lui, dénombre 14 000 juifs pour une population globale de 450 000 personnes. Donc, vous voyez, ça ne représentait pas grand monde, qui est majoritairement musulmane. Et la différence s'explique probablement par le fait que euh, lorsqu'on était recensé par les Ottomans, il fallait payer une taxe et que c'était un moyen, peut-être ne pas être recensé, représentait peut-être un moyen de ne pas payer cette taxe, et donc certains rechignaient à être recensés pour cette raison. Cette donnée-là, je l'ai retrouvée dans un livre écrit par Yehoshua Ben Arié, et qui montre aussi dans certaines villes la prépondérance, ou en tout cas la population, l'importance de la population juive dans certaines villes en Israël. Et donc là, c'est la population de Jérusalem par communauté. Et vous voyez que en 1870, la population totale est estimée à 22 000 personnes, et les Juifs représentent environ la moitié de la population totale de Jérusalem en 1870. Ensuite, on a regardé également comment se répartissaient les Ashkénazes et les Séfarades en fonction des recensements. Sur l'ensemble des recensements, il y avait environ 24 000 Ashkénazes contre 31 000 séfarades. Sauf que ici, en 1875, il manque les séfarades de Sfat, qui représentent probablement pas loin de 2000 personnes, peut-être même plus. Et donc, on peut pratiquement dire que bien qu'il y ait une arrivée plus importante des Ashkénazes à la fin, au cours de la deuxième moitié du 19e siècle,
le nombre de séfarades a pratiquement été jusque-là, jusqu'en 1875, supérieur à celui des Ashkénazes en Israël. Alors, comment se composait la population séfarade? En fonction de leur lieu de naissance, on a à distinguer les Juifs orientaux, les Juifs qui vivaient, qui étaient nés en Israël, les Nord-Africains et les Juifs originaires de l'Empire ottoman. Euh, et on a pu le faire aussi en réajustant quand on n'avait pas les données, quand ils ne donnaient pas la ville d'origine ou le pays d'origine. On a pu réajuster en fonction des données qu'on avait retrouvées pour les mêmes personnes dans d'autres recensements. Donc, en gros, plus d'un tiers de la population séfarade en 1839 est originaire de l'Empire ottoman et on a 24% environ de Nord-Africains, de Juifs d'Afrique du Nord, essentiellement des Juifs originaires d'Algérie en 1839. Et donc, je vous disais qu'il est possible que la guerre d'Algérie ait effrayé certains des Juifs qui ont décidé d'émigrer en Israël à cette époque-là. En 1875, on trouve tout autant d'Ashkénazes, mais la proportion tout autant de Juifs originaires de l'Empire ottoman, mais la proportion de Juifs nord-africains a augmenté et elle est plutôt à la faveur des Marocains, où on a à peu près près de 80% des Juifs nord-africains qui sont originaires du Maroc en 1875. Alors, ces dates d'arrivée nous ont permis d'établir des vagues migratoires. De telles vagues migratoires ont déjà été étudiées par Michal Ben Yaakov, mais elles avaient été faites uniquement sur la population juive marocaine et nous avons établi ces vagues migratoires sur l'ensemble de la population ashkénaze et séfarade. Et comme vous voyez, les Juifs ne sont pas arrivés progressivement, mais ils sont arrivés en groupe, par pic. Et on voit très clairement des pics, que ce soit pour les Juifs nord-africains, séfarades, ou les Juifs ashkénazes. Alors, on n'a pas regardé si un pic était plutôt originaire de l'Empire ottoman et un autre, par exemple, du Maroc. On n'a pas fait ce travail. Effectivement, il faudrait qu'on le fasse. Mais ce qu'on peut voir, c'est que l'émigration est essentiellement séfarade au début du 19e siècle jusqu'au milieu du 19e siècle, et elle est de façon plus prépondérante ashkénaze à la fin, plus près de 1874. Et surtout, ce que ça nous dit, c'est que ces vagues migratoires, elles sont survenues bien avant 1882, qui est la date de ce qu'on appelle la première alia, et qui est marquante dans la mesure où les Juifs sont arrivés de façon beaucoup plus massive après 1882, après avoir subi les pogroms en Russie, etc. C'est également la première alia qui est enseignée et qu'on retrouve dans les livres d'histoire en Israël. Ces premières immigrations, sont le plus souvent ignorées. Alors, d'où venaient ces Juifs? Alors, cette carte des lieux de naissance a été établie pour le recensement de 1875. Et donc, vous voyez qu'ils viennent majoritairement d'Ukraine, beaucoup d'Ukraine, mais également de terres d'Israël, de Juifs qui sont nés en Israël, pardon. Voilà, je voulais essayer de vous montrer. Donc, vous voyez, il y a en fréquence les Juifs qui sont recensés en 1875 sont d'abord nés en Ukraine, puis en terre d'Israël, et puis au Maroc, en Biélorussie, dans l'Empire ottoman, etc. Mais ils venaient de partout.
En fait, ce qu'on a constaté, c'est que partout où il y avait des Juifs dans le monde, certains d'entre eux avaient émigré en Israël. On a retrouvé des Juifs indiens, on a même retrouvé des Juifs qui disaient être nés aux États-Unis, des Juifs yéménites, bien entendu, etc. Donc, ils venaient vraiment de partout. Alors, pour ce qui concerne l'âge, ben, on a affaire à une population qui est plutôt jeune, surtout chez les séfarades, et qui, non, avec un âge moyen à l'arrivée qui est de 36 ans, et l'âge le plus fréquent à l'arrivée qui est de 17 ans. Donc, le mythe selon lequel, à l'époque, les Juifs allaient en Israël pour y mourir et pour être enterrés, est faux. Euh, Pour ce qui concerne en tout cas cette population-là, on a vraiment l'impression d'abord ils sont venus jeunes et qu'ils sont venus pour construire un pays, pour faire partie de ce peuple et non pas pour y mourir. Alors, pour ce qui concerne le statut socio-économique, j'ai d'abord vous parler des métiers, de leur occupation professionnelle. Il y avait une multitude de métiers dans ces recensements. Et il a bien fallu qu'on les catégorise. Donc, on les a catégorisés en métiers, en occupation intellectuelle, physique. Alors, physique, c'était les petits boulots, c'était Mordechai Zrien qui était assistant d'un conducteur d'âne, mais également en business et tous les commerçants, tous ceux qui avaient des petites affaires, etc. Ceux qui s'étaient destinés à l'alimentation, en dehors des commerçants, hein, ceux qui vraiment, les boulangers, etc. Et beaucoup de personnes dépendantes. Mais je vais vous demander de vous concentrer surtout sur cette partie du diagramme où vous voyez que la, pour ce qui est des professions, des professions intellectuelles, ça concerne essentiellement les Ashkénazes, avec beaucoup moins de séfarades, un tiers des séfarades quand même, mais beaucoup moins que pour les Ashkénazes, alors que, à l'inverse, les occupations et les métiers manuels sont plus retrouvés chez les séfarades. Euh, la raison pour laquelle c'est ainsi, c'est probablement, d'une part, parce que les Ashkénazes qui ont émigré en Israël étaient peut-être probablement ceux qui étaient les plus religieux, les plus orthodoxes. Je vous parlais tout à l'heure du mouvement libéral et du mouvement du judaïsme réformé qui commençait à poindre en Europe. C'était peut-être une façon de préserver leur judaïsme que de venir en Israël. Et pourquoi les séfarades avaient plus d'occupation, de business ou d'occupation ou de métiers manuels, euh, toutes les couches de la société, des sociétés séfarades, généralement, émigraient en Israël, d'une part. Il y avait des gens, évidemment, il y avait des rabbins, etc., mais ça concernait toute la population, d'une part. D'autre part, c'est une population qui vivaient déjà dans un environnement oriental et souvent musulman. Donc, ils savaient comment se débrouiller. Et ils sont arrivés avec leur métier qu'ils ont continué à pratiquer en terre d'Israël. Donc, c'est un peu comme ça que nous nous le sommes expliqués, cette différence. Alors, le statut économique, nous l'avons estimé d'abord par la profession du chef de famille, mais également par les possessions de la famille, puisqu'il y avait effectivement une rubrique où on demandait aux personnes qui étaient recensées s'ils avaient ramené des fonds avec eux, combien, etc. Donc, ça nous a permis d'établir un niveau socio-économique. Euh, et vous voyez que en général, les séfarades sont un peu moins
bien nantis que les Ashkénazes, mais globalement, 70 à 80% de la population est soit très pauvre, soit extrêmement pauvre, et souvent dépendante de la charité. Et j'en parlerai tout à l'heure. Alors, j'ai regardé également le statut économique chez les séfarades, et ça a été fait en 1875. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ce sont les Juifs originaires de l'Empire ottoman qui sont le mieux nantis. Ce sont ceux chez que c'est dans cette catégorie qu'on retrouve les statuts économiques les plus élevés et le moins de pauvres. Et la raison est simple, c'est que l'Empire ottoman, on est déjà dans l'Empire ottoman, d'une part, que ceux qui venaient de Grèce, de Turquie, etc., avaient peut-être même gardé leur occupation, leur business dans leur pays d'origine. Il était très facile de faire des allers et retours et que, encore une fois, ils connaissaient très bien l'environnement culturel et social en Israël, puisque c'était le même que celui qu'ils avaient quitté. Alors les veuves, je vous en parle parce que d'une part, elles représentent quand même une partie importante de la population. Près de 13% de la population totale sont représentées par des veuves. On les retrouve plus souvent chez les séfarades que chez les ashkénazes. Elles vivent essentiellement à Jérusalem. Elles arrivent en Israël à tout âge et on a vu des veuves qui ont une vingtaine d'années parce que la mortalité était extrêmement élevée dans leur pays d'origine, mais également en terre d'Israël. Et leur but, c'était d'accomplir un maximum de mitzvot et d'être enterrés sur le mont des Oliviers. Alors, je vais vous parler d'un article qu'on m'a envoyé au sujet des veuves d'Israël et qui avait été publié dans un des... Alors, je me souviens plus comment il s'appelle très précisément, ce journal, dans un des journaux de l'Alliance israélite universelle en 1903 et qui parlait des veuves de Jérusalem. Et ce que disait cet article, c'est que les veuves, quand elles arrivaient, la première chose qu'elles faisaient, c'était de retrouver, de chercher un homme, un jeune homme, qu'elles allaient adopter, qu'elles choyaient, à qui elles faisaient des cadeaux, etc., de façon à ce qu'ils disent le Kaddish au moment de leur mort. Et en fait, c'est parce qu'elles étaient conscientes que lorsqu'elles décéderaient, leur famille, leurs enfants, ne seraient pas au courant qu'elles étaient décédées et donc ne diraient pas le Kaddish au moment propice. Et donc, c'est la raison pour laquelle elles adoptaient un homme. Euh, Avec toutes les économies qu'elles avaient, le petit pécule qu'elles avaient pu ramener ou qu'elles avaient pu amasser avec les petits boulots qu'elles faisaient, etc., elles achetaient une tombe et elles achetaient même la pierre tombale qu'elles faisaient graver sans y mettre leur nom, leur date, la date du décès, mais leur nom y était gravé, etc. Et quand elles avaient accompli cela et qu'elles avaient leur tombe et leur pierre tombale, elles organisaient une fête autour de la tombe avec toutes leurs amies veuves pour célébrer le fait qu'elles étaient parvenues à, euh, à remplir le but, à atteindre le but qu'elles s'étaient donné. Alors, quelques mots sur les institutions et l'organisation sociale en Israël. Comme je vous disais, les institutions ont été également recensées. Elles ont été recensées en 1855, en 1866 et en 1875. Et l'ensemble des institutions juives ont été recensées. Alors, il y a plusieurs types d'institutions qu'on a encore une fois été amenés à diviser en catégories. Les institutions religieuses, alors évidemment avec les synagogues, les cercles d'études, la Chevra Kadisha, les bains rituels, etc. Les institutions éducatives, les écoles et les yeshivot. Tout ce qui était charité, fonds destinés aux pauvres, les fonds de maternité, les dots pour les mariés qui ne pouvaient pas se constituer leur propre dot.
Ensuite, les soins, les services d'hospitalité, etc. Des sociétés agricoles, il y en avait quelques-unes, et enfin des sociétés de construction. Les recensements comprenaient également chacun des responsables dans ces institutions et leurs fonctions, et ils indiquaient, pardon, les ressources financières et tous les dons, etc., qui permettaient de gérer cette institution. Alors, nous avons dénombré 950 institutions entre 1855 et 75. Elles étaient reportées dans toutes les villes. Elles étaient administrées par 3500 personnes. 3500 personnes, en gros, entre 55 et 1855 et 75, ça représente 10% de la population. Et 10% d'hommes. Donc, on a 10% d'hommes par rapport à l'ensemble de la population où il y a des enfants. Donc, ce qui correspond à une proportion d'hommes beaucoup plus élevée par rapport à l'ensemble des hommes qui vivaient là. Donc, en gros, 10% de la population qui s'occupe du reste de la population. On a retrouvé 500, on a pu dénombrer 500 institutions éducatives, 300 religieuses, 100 destinées aux soins et à la charité et 20 à la collectivité. Et on a séparé entre les Ashkénazes et les Séfarades, et vous pourrez constater que bien que moins nombreux, vous voyez ici et ici, les Ashkénazes sont mieux organisés que les Séfarades, et on n'est pas étonné. Et puis surtout, en 1875, et ça c'est quand même très étonnant, on retrouve beaucoup plus d'institutions à but éducatif chez les Ashkénazes que chez les séfarades. Alors il est possible que les institutions séfarades étaient moins nombreuses mais plus importantes. Ça, je n'ai pas pu le vérifier, ou que les enfants séfarades étaient envoyés dans les institutions ashkénazes, ce que je doute. Mais enfin bon, c'était quand même important de le mentionner. Là, il y a une organisation sociale qu'on peut déduire de toutes ces institutions. L'ensemble de la société s'organise autour des collèles et des institutions religieuses, par quartier, souvent par pays d'origine, voire parfois par ville d'origine, autour des synagogues qui ont chacune leur Chevra Kadisha, les bas rituels, etc. Ce sont également les collèles, souvent, qui se chargent de l'éducation, et on a bien vu, enfin, en tout cas, à chaque fois qu'on demandait que l'activité d'un jeune enfant a été renseignée, il était dit que l'enfant a été scolarisé, en tout cas pour les garçons. Les filles, il y avait quelques couturières qui donnaient des cours pour les filles, mais souvent, malheureusement, quand les familles étaient très pauvres, les filles étaient domestiques dans les familles riches. C'est également les kollels qui organisaient la Chalouka. Alors la Chalouka, c'est le système de charité qui finançait la présence juive en Israël. C'est ce que gérait finalement Sœur Moses Montefiore avec ses propres fonds, avec ceux qu'il arrivait à réunir pour subvenir aux besoins de cette population. Mais c'était aussi de l'argent qui était collecté par les émissaires qui allaient dans leur communauté d'origine, récupérer de l'argent. Cet argent était distribué par les kollels. Et d'ailleurs, en parlant des communautés d'origine, il y avait certaines communautés qui étaient plus riches que d'autres, et de sorte qu'il y avait des kollelim qui étaient plus riches que d'autres. Par exemple, probablement les kollels où il n'y avait pas beaucoup de monde, où ils étaient peu nombreux, les collèles, je pense aux collèles hollandais ou allemands qui avaient quand même une communauté et qui avaient probablement une communauté, dans leur pays d'origine, une communauté beaucoup plus riche que par exemple la communauté juive marocaine. Euh, Oui, donc, je te demande oui, pardon, Raquel. Je crois qu'il faudrait préciser
peut-être certains auditeurs maintenant et les auditeurs qui te réécouteront ce qu'est un kollel. Parce que, Alors, voilà. un kollel, en fait, c'est une communauté, un quorum de personnes qui va régir les autres personnes qui appartiennent à la communauté. Mais en gros, c'est la communauté qui vit ensemble. Comme je disais, c'est organisé autour d'une synagogue. Ça a ses propres institutions. Ici, c'est souvent organisé par quartier et souvent, comme je le disais, de la même origine. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est une communauté avec des points communs. Donc, je termine sur cette diapositive, voilà, avec le système de santé. Alors, le système de santé, il est apparemment gratuit, de ce que j'ai pu en déduire. Il est autogéré parce qu'il y a des médecins et des pharmaciens qui sont encore une fois payés par la communauté. Mais il existe quand même des hôpitaux. En particulier, il existe il existe un hôpital allemand et un hôpital britannique à Jérusalem. Et souvent, ces hôpitaux sont missionnaires, enfin, ils ont pour mission de convertir, et en tout cas, ils tentent de le faire, de convertir les Juifs au christianisme. Et ça, je l'ai lu quelque part dans les notes que remplis dans le recensement ou ailleurs, je ne sais plus. Mais quand l'épouse était en conflit avec son conjoint, avec son époux, et que ce dernier ne cédait pas à sa demande, elle menaçait d'aller se faire soigner à l'hôpital anglais. Et c'était en fait une menace, comme si elle allait dire, je vais me convertir au christianisme. Et là, souvent, l'époux accédait à la demande de sa femme. Voilà. Alors, on voit à la fin dans le dernier recensement, le développement de l'agriculture avec certaines institutions qui sont spécifiquement dédiées à l'agriculture. Voilà. Alors, en conclusion, on a pu attester, même avec les recensements de Montefiore, d'une présence juive en terre d'Israël avant le 19e siècle. Les premières vagues migratoires étaient essentiellement séfarades et bien avant la première Aliyah de 1882. C'est une immigration qui est essentiellement motivée par des raisons idéologiques. Alors, je ne parle pas de politique, on n'est pas dans une idéologie politique, encore que on n'est pas loin du sionisme, mais les Juifs qui arrivaient en Israël, très clairement, il y avait euh, 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 plus une notion d'être attiré par Israël que d'être renvoyé de leur pays. Et vraisemblablement avec ce désir du retour à Sion. Et d'ailleurs, c'était une population qui était souvent très religieuse, bien sûr. C'était une population très pauvre et relativement jeune et qui était dépendante du soutien de la diaspora juive, avec des groupes sociaux structurés autour des kollels, des communautés, et plus spécifiquement de leur communauté d'origine, avec de nombreuses institutions, principalement consacrées à l'éducation et à la religion. Voilà, je vous remercie. Juste une petite précision par rapport aux endroits. En fait, effectivement, pour l'Europe de l'Est, pour les Ashkénazes, c'était principalement Ukraine, mais en fait, plus précisément, c'est la Galicie, la Volhynie, Podolie, c'est-à-dire, c'était des gens extrêmement religieux, C'est ça. énormément de chassidim, et en fait, s'ils venaient, oui, en fait, il était proficient intellectuel dans le sens que il était à 100% presque entretenu par les communautés. Donc en fait, contrairement exactement comme tu l'as dit, les Marocains venaient pour travailler alors que les Juifs chassidim qui venaient de ce qui est maintenant Ukraine, il était à 100% entretenu donc par Halouka, donc par la charité qui venait d'Europe de l'Est. Et
et en fait, il n'avait, j'ai regardé mon article sur les noms de famille. En fait, c'est Oui. de ma faute. J'ai écrit qu'il n'y avait pas de nom de famille et je n'ai pas expliqué pourquoi, parce qu'en fait, c'est dans mes ouvrages sur l'Europe de l'Est. Et les raisons, non, c'est pas vraiment ce que tu dis, parce que c'est beaucoup Ah, plus, bah écoute, c'est, c'est- oui, oui, je suis oui, oui, bien très sûr, mais intéressée c'était par vraiment la de ma raison. faute. C'est vraiment de ma faute. En fait, c'est juste un autre témoignage sur le fait que des années, presque jusqu'à la Première Guerre mondiale, les Juifs d'Europe de l'Est et encore plus les Juifs orthodoxes, ils ignoraient totalement les noms de famille qui étaient inventés par l'administration et donc c'était pas Est-ce qu'ils voulaient que, se cacher et même sur les pierres tombales et en Galicie, les premiers noms de famille apparaissent vers 1910, quelque chose. Donc en fait, pour eux, donc, c'était déjà dans leur pays d'origine, ils les utilisaient pas. Parce que nous, on s'est dit, voilà. c'est peut-être un moyen de s'affranchir, justement, Non, 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 de non, ce non, non, c'est plus pouvoir qu'on simple. leur imposait. Oui, pour eux, ils avaient leur nomination classique depuis des siècles C'est et ça. tout ce qui est l'État a voulu pour qu'ils prennent les noms, ils les ignoraient totalement D'accord. jusqu'aux Premières Guerres mondiales. Voilà. Bon, Très j'aurais bien, dû lire merci. tes papiers un peu plus aussi. Peut-être que ça m'aurait donné, ça nous aurait donné la raison. Non, 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 mais je vois dans mon article, je ne l'ai pas dit, mais ok. Donc c'est de ma faute. Mm. Merci. Merci. J'aurais une question. Les veuves, pourquoi Oui. autant de veuves et quel âge avaient-elles, ces pauvres dames? Alors, elles étaient bien sûr plutôt âgées. Il y avait plus de personnes. Je n'ai pas dans ma présentation, parce que j'ai quelques diapos cachés, mais j'avais pas mis l'âge des veuves. Mais tout ça, on le retrouve dans l'article. Elles étaient plutôt âgées, bien entendu. Elles arrivaient souvent à un âge avancé, mais pas que. Il y avait aussi des jeunes veuves qui arrivaient avec leurs enfants. Et pourquoi elles venaient? Alors là, vraiment, par idéal. Et celle-là, elle voulait être enterrée en Israël. D'accord. Bah, Raquel, merci beaucoup.